Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Dr Oumou Koulibaly, médecin épidémiologiste, membre du réseau médical de la septième promotion du numerus clausus. Et ce soir, j'ai l'honneur d'assurer la modération de cette session. Au nom du réseau médical de la septième promotion du numerus clausus, je vous souhaite la bienvenue à la 32e formation médicale continue, placée sous le signe du partage scientifique et de la mise à jour des connaissances. Ce webinaire s'articulera en 4 temps. Nous aurons d'abord le plaisir d'écouter le professeur Lalandreni Sidibé, maître de conférence en pédiatrie au service de néonatologie du CHU Gabriel Touré. Elle nous entretiendra pendant une trentaine de minutes sur la prise en charge du nouveau-né de mère prééclamptique. Nous accueillerons ensuite le laboratoire Zidus, représenté par Dr Ibrahima Siri Mamoudou Sidibé, pour une brève présentation d'environ 10 minutes. Une phase de questions-réponses suivra et les participants pourront intervenir soit en demandant la parole, soit en écrivant leurs questions dans l'espace de discussion ou chat. Enfin, nous aurons le privilège d'entendre nos invités d'honneur, à savoir professeur Fatoumata Diko Touré, chef de service de néonatologie du CHU Gabriel Touré et présidente de l'association malienne de pédiatrie AMAPED. Bonsoir professeur. Et le professeur Chunkani Tera, chef de service de gynécologie obstétrique du CHU.G, secrétaire général de la Société malienne de gynécologie obstétrique, SOMAPO. Bonsoir professeur. Cher maître, Bonsoir à c'est pour tous. nous un immense honneur de vous compter parmi nous ce soir. Donc, sans plus tarder, nous donnons la parole au professeur Lalandreni Sidibé pour son exposé. Professeur Sidibé, vous avez la parole. Ok, merci docteur Koulibaly. Donc, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous entretenir aujourd'hui sur la prise en charge du nouveau-né de mère prééclamptique. Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette pathologie? C'est que c'est la première cause de prématurité de par le monde et le Mali n'y fait pas. Donc, aujourd'hui, je m'en vais vous présenter la prise en charge de ces nouveaux-nés de mère prééclamptique. Donc, mes propos suivront le plan suivant. Alors, quel est le contexte de cette présentation? Il faut savoir que dans le monde, près d'un dixième des décès maternels sont associés à des troubles hypertensifs au cours de la grossesse et que 76 000 femmes et 500 000 nouveau-nés meurent chaque année des conséquences de ce fléau. C'est la principale cause de morbimortalité maternelle et périnatale, surtout dans les pays à faibles ressources. En Afrique, elle représente près d'un quart des causes de mortalité maternelle gravidique. Et au CHU Gabriel, elle représente 22% des hospitalisations en réa, ce qui témoigne de la gravité de cette pathologie, et près de la moitié des causes de prématurité chez les nouveau-nés de plus de 28 semaines, et dont 20% vont décéder dans notre service en néonatologie. Alors, concernant la définition, il y en a plusieurs, elles ont été proposées par beaucoup de sociétés savantes, mais il y a deux qui ont retenu mon attention. Celle de l'OMS, qui l'a définie comme toute élévation de la pression artérielle systolique, de la pression artérielle, comme toute élévation de la pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, associée à une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures ou une protéinurie supérieure à 2 croix à la bandelette urinaire, et cela au-delà de 20 semaines d'aménorrhée. Elle a été définie également par l'ISSHB, c'est-à-dire l'International Society for Study of Hypertension and Pregnancy. Cette société savante a complété la définition de l'OMS en ajoutant des critères qui permettent d'optimiser l'identification des femmes et des bébés à risque. Chez la femme qui présente une hypertension de nouveau, on note en plus des signes cliniques et biologiques de l'OMS, les signes de dysfonctionnement d'organes maternels et les signes de dysfonctionnement utéro-placentaire qui sont observés surtout chez le nouveau-né. Toujours concernant la définition de l'ISSHP, elle définit la prééclampsie chez la femme qui est extrêmement hypertendue en l'absence de protéinurie préexistante, comme l'apparition d'une protéinurie à la suite d'une hausse tensionnelle, cela associé à des signes de dysfonctionnement d'organes. Et chez la femme atteinte d'insuffisance rénale protéique, toute augmentation de la protéinurie pendant la grossesse
n'est pas suffisante pour diagnostiquer la prééclampsie parce que la protéinurie, elle est déjà présente. Donc, il faut les autres signes de prééclampsie, c'est-à-dire les signes de dysfonctionnement d'organes et l'augmentation de la pression artérielle en plus. Alors, qu'en est-il de la physiopathologie? Donc, dans l'encadré ici grisé, nous voyons que devant la présence des facteurs de risque qui peuvent être acquis ou génétiques ou des facteurs immunitaires chez la mère, il y aura donc un défaut d'invasion trophoblastique et de remodelage vasculaire, notamment au niveau de l'artère spiralée. Donc, ce défaut de remodelage va maintenir les résistances vasculaires artérielles et entraîner une hypoperfusion placentaire. Donc, chez cette mère, l'hypoxie placentaire va entraîner la libération de médiateurs angiogéniques, c'est ce que nous voyons ici. Donc, ces médiateurs angiogéniques sont responsables d'un phénomène inflammatoire et ce phénomène inflammatoire systémique va entraîner à des signes de dysfonctionnement d'organes. C'est ce qui explique l'insuffisance hépatique dans la prééclampsie, la protéinurie liée à l'atteinte rénale. À côté de ce processus inflammatoire, il y a également une conséquence vasculaire. Donc, au niveau vasculaire, il y aura une activation du système nerveux sympathique et qui va entraîner une hyperréactivité adrénergique avec une stimulation adaptée du système rénine-angiotensine. Donc, cela va entraîner l'hypertension de l'HTA et des anomalies viscérales spécifiques, la cardiomyopathie hypertensive, les atteintes cérébrales, l'hypertension, l'œdème pulmonaire et également au niveau des vaisseaux, une thrombocytopénie. Alors, qu'en est-il de la physiopathologie chez le nouveau-né, puisque c'est ça qui nous concerne réellement? L'insuffisance hétérovasculaire utéroplacentaire va entraîner une restriction du passage des nutriments et de l'oxygène du placenta vers le fœtus. Donc, le retard de croissance intra-utérin qui en découle et le phénomène d'hypoxie chronique qui persiste vont entraîner des terrains qui sont propices au développement, à l'installation d'une anoxie périnatale. Suite à une décompensation maternelle et ou fœtale en cas d'anoxie périnatale ou sur un terrain de retard de croissance intra-utérin, l'obstétricien va induire une prématurité et cette prématurité qui se fait dans le cadre d'un sauvetage maternel et ou fœtal va entraîner une prématurité induite et dans certains cas, malheureusement, cela peut se solder par une mort fœtale. Quelles sont les conséquences donc de la prééclampsie chez le nouveau-né? Elle va entraîner essentiellement 3 complications: la prématurité, l'anoxie périnatale et le retard de croissance intra-utérin. Donc, les conséquences de cette prématurité vont être les complications de la prématurité elle-même. Concernant les complications à court et moyen terme, il s'agit essentiellement de complications respiratoires, de troubles de la thermorégulation, de complications métaboliques comme l'hypoglycémie et l'ictère, d'infections, de troubles digestifs, de complications digestives comme l'entérocolite ulcéro-nécrosante, de la rétinopathie du prématuré et des complications neurologiques comme la leucomalacie périventriculaire et l'hémorragie ventriculaire. À long terme, il s'agit essentiellement de troubles neurosensoriels et des complications métaboliques, notamment l'insulinorésistance. Pour ce qui est du retard de croissance intra-utérin, ces complications sont semblables à celles de la prématurité, avec en plus la polyglobulie. Les complications qui sont causées par l'anoxie sont essentiellement les troubles qui sont causés par la redistribution vasculaire. Donc, il faut savoir que sur ce terrain d'anoxie où il y a une hypoperfusion cérébrale, l'organisme va essayer de compenser en emmenant le maximum de sang vers les organes nobles et cela se fait au détriment des organes périphériques. Donc, c'est ce qui va expliquer les défaillances viscérales et les atteintes électrolytiques
qui sont liées à l'hypoperfusion rénale, qui fait partie des organes périphériques. Alors, concernant la prise en charge, en anténatal, il faut d'abord organiser cette prise en charge. Donc, l'organisation de cette prise en charge va passer par une bonne surveillance médicale de la grossesse par l'obstétricien. Il faut également une traçabilité des consultations et des examens complémentaires. Donc, cela doit être consigné dans un carnet de suivi parce que c'est le garant de la bonne collaboration multidisciplinaire qui va faire participer le gynéco-obstétricien, le réanimateur, les cardiologues et bien évidemment le néonatologiste. Lors de cette organisation, il faudra donc prévoir un entretien avec le néonatologue et cela à partir de 24 semaines d'aménorrhée. 24 semaines d'aménorrhée, pourquoi? Parce que selon les contextes, à partir de 24 semaines d'aménorrhée, déjà, les grossesses sont viables. Donc, il faudra favoriser également un transfert intra-utérin vers une structure dotée d'une unité de soins intensifs, c'est-à-dire que si on fait le diagnostic de cette prééclampsie, il faudra déjà informer la maman qu'elle ne peut pas accoucher dans un CESCOM, qu'il faudrait qu'on l'envoie dans un centre de santé de référence ou bien dans un centre niveau 3 dans les hôpitaux ou les CHU, où il y a également une unité de réanimation néonatale. Alors, que va comporter l'entretien avec le néonatologue? Donc, cet entretien, elle va obéir à certaines règles, à savoir l'empathie et puis l'écoute. Donc, il s'agira d'un entretien qui sera franc et rassurant. Donc, il ne faut rien cacher à la mère, mais il faut être rassurant en même temps, car les parents ont une représentation irréaliste non seulement des possibilités médicales, mais aussi des pronostics de leur enfant. On le voit souvent. À leur entendement, une fois que l'enfant est dans les murs des hôpitaux, donc on se dit qu'ils ne savent pas qu'on est limité par rapport à la prise en charge. Donc, pour eux, le pronostic, il est toujours bon. Donc, il faudra préciser avec les parents la limite de viabilité selon les pays et les contextes, parce que cette limite de viabilité, elle est fonction du plateau technique. Au Japon, par exemple, ils peuvent prendre les prématurés en charge jusqu'à 23 semaines. Au Mali, à partir de 27 semaines, quand on a fait une bonne corticothérapie anténatale, on le verra par la suite, et puis avec l'administration du sulfate de magnésium, on a un bon pronostic. Donc, il faudra discuter également des risques périnataux encourus par le nouveau-né. Et ces risques, ils seront majeurs en fonction de l'âge gestationnel. Plus l'âge gestationnel est petit, plus il y a des risques périnataux. Ces risques, on les a déjà vus, c'est-à-dire les complications de la prématurité, de l'anoxie et puis du retard de croissance intra-utérin. Discuter des possibilités de prise en charge, discuter également du parcours thérapeutique, parce que ce parcours thérapeutique peut être long. Ça peut prendre 2 mois et même plus. Et même après, quand l'enfant est stable, l'enfant sera suivi à l'unité kangourou donc, jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, tout cela doit être débattu avec la maman lors de l'entretien. Donc, cet entretien doit donner aux parents le temps d'assimiler les informations données. Donc, il est souvent nécessaire de les revoir plusieurs fois pour discuter de l'objectif thérapeutique et dans le but de faire d'eux des partenaires de soins pour qu'ils s'investissent et qu'ils se font accompagner durant toute la durée de la prise en charge. Quelles sont les indications de l'accouchement provoqué? Elles sont de 2 ordres et elles peuvent être d'ordre maternel ou d'ordre fœtal. D'ordre maternel quand il y a la présence de complications de la prééclampsie et d'ordre fœtal quand on a des anomalies répétées du rythme cardiaque fœtal, des anomalies sévères des indices Doppler fœtaux qui peuvent signer une anoxie périnatale ou un retard de croissance intra-utérin sévère. Alors, quelles seront les modalités de cet accouchement?
L'accouchement sera discuté en fonction de l'âge gestationnel du fœtus et de la présence ou non de la gravité, de signes de gravité de la prééclampsie chez la mère, de la vitalité du fœtus et de la qualité du plateau technique de prise en charge. Il s'agira d'accouchement chaque fois que le terme va dépasser 34 semaines. Et en deçà de 34 semaines, on fera une expectative s'il n'y a pas de signe de gravité et on pourra discuter d'une interruption de grossesse avant 24 semaines. Si la loi en vigueur le permet, bien sûr. Donc, cette diapo résume les signes de gravité qu'il faut rechercher chez la mère prééclamptique, des signes qui peuvent faire qu'on envisage l'accouchement. Toujours par rapport à l'accouchement, qu'est-ce que la SFAR, la Société française d'anesthésie et réanimation, et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, CGNOF, préconisent, c'est qu'en cas de prééclampsie sévère entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, il est recommandé de poursuivre la grossesse jusqu'à 34 semaines, en absence de signes de gravité surajoutée maternelle ou fœtale, afin de réduire la morbidité néonatale sans augmenter significativement la mortalité maternelle. Donc, ce travail de FPT compare le devenir des nouveau-nés de mères prééclamptiques à début précoce, c'est-à-dire les EOPS, les mères qui ont présenté leur prééclampsie avant 34 semaines, avec celles qui avaient fait une prééclampsie à début tardif, c'est-à-dire entre 34 et 37 semaines, et ceux dont les mères avaient été diagnostiquées à terme. Donc, qu'est-ce que cette étude nous montre? Donc, dans le petit A, dans l'encadré ici, donc, il apparaît que le taux de nouveau-nés avec un petit poids pour l'âge gestationnel et le taux d'admission dans les unités de soins intensifs néonatales sont plus élevés que chez les nouveau-nés qui sont issus d'une mère qui avait présenté d'une mère qui avait présenté une prééclampsie tardive ou une prééclampsie à terme. Et quand on compare les mortalités, on se rend compte également que la mortalité est plus élevée dans le groupe des prééclampsies précoces. Donc là, dans ce deuxième encadré, il s'agit cette fois-ci des paramètres similaires, c'est-à-dire l'âge gestationnel, l'admission dans les unités de soins intensifs et la mortalité. Et on se rend compte que ces scores, même quand on les compare en fonction de l'âge de l'accouchement cette fois-ci, ils sont mauvais quand il s'agit des prééclampsies qui ont accouché de façon précoce, c'est-à-dire avant 34 semaines, avec une mortalité qui peut atteindre 120 000. 120 pour 1000. Donc, par rapport au devenir néonatal, donc ce travail compare le pronostic néonatal chez les parturientes qui ont bénéficié d'un accouchement programmé dans les 24 heures. Et c'est ça ici qu'on voit dans les immediate delivery, comparé à ceux qui ont bénéficié d'un monitoring de la grossesse, c'est-à-dire une expectative jusqu'à 37 semaines. Donc, quand on vient à comparer les morbidités périnatales, c'est-à-dire le taux d'Apgar, l'admission dans les unités de soins intensifs, les décès périnatales, les complications liées à la prématurité, on se rend compte que ceux qui avaient accouché dans les 24 heures avaient 3,3 fois plus de risques que ceux qui avaient de développer des morbidités que ceux qui avaient bénéficié d'une expectative. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de complications, il faut favoriser l'expectative. Toujours par rapport à l'administration du sulfate de magnésium, donc la SFAR et la CGNOF depuis 2022 la préconise avant 32 semaines afin de réduire les risques de paralysie cérébrale et de troubles du développement moteur de l'enfant prématuré. Donc, quelques études pour corroborer
ses recommandations. Donc, ce travail sur la neuroprotection, l'effet neuroprotecteur du sulfate de magnésium chez les nouveau-nés dont les mères avaient reçu du sulfate de magnésium. Donc, ce travail qui avait inclus 5 méta-analyses avait pu démontrer, avec des cohortes de plus de 6000 enfants, avait montré l'effet protecteur du sulfate de magnésium sur la paralysie cérébrale et le dysfonctionnement moteur chez les nouveau-nés. Une autre étude, l'étude Prisma, cette fois-ci, donc une autre méta-analyse qui avait inclus 10 études, dont 6 randomisées et contrôlées. Elle montre l'efficacité et l'innocuité du sulfate de magnésium sur les paralysies cérébrales. Ce travail-ci a repris les 2 précédentes études, c'est-à-dire l'étude Prisma et puis la première étude. Elle a compilé les données et elle a essayé d'évaluer le pronostic neurologique de ces nouveau-nés à 2 ans. Et il ressort de ce travail que l'effet neuroprotecteur existe même après 2 ans et qu'il n'y a aucune innocuité. Après le sulfate de magnésium comme thérapeutique anténatale, il y a également la corticothérapie anténatale. Donc, les travaux de Linguin et Owi, c'était les pionniers qui avaient travaillé sur cette molécule. Ils avaient pu démontrer déjà en 1972 l'effet bénéfique sur le bénéfice respiratoire de la corticothérapie anténatale chez le prématuré sur la maturation pulmonaire et la production de surfactants. Ces travaux ont été repris par la suite par beaucoup d'auteurs. Et déjà en 1994, on avait constaté un usage large de la corticothérapie anténatale. Donc, ce travail qui avait été fait par notre équipe au CHU Gabriel Touré avait étudié l'effet de la corticothérapie chez des nouveau-nés prématurés. Donc, ici, c'est les prématurés, c'est toutes les prématurités confondues, quelle que soit l'étiologie, mais on les avait classés en 2 groupes. Ceux qui avaient reçu la corticothérapie anténatale et ceux qui n'avaient pas reçu de corticothérapie anténatale. Donc, on peut retenir de ce travail que la corticothérapie anténatale a un effet bénéfique significatif sur la réduction de la détresse respiratoire, des entérocolites et l'amélioration du pronostic vital. Maintenant, quand on s'intéresse à la détresse respiratoire chez le nouveau-né dont les mamans ont reçu la corticothérapie anténatale, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet essai? Donc, l'incidence du syndrome de détresse respiratoire dans le groupe traité était près de la moitié. Il y avait une réduction de près de la moitié par rapport au groupe placebo. Donc là, il y a le groupe placebo et sur la 3e ligne, le groupe qui avait reçu la corticothérapie. Donc vous voyez qu'il y a une réduction nette et significative de la détresse respiratoire, du syndrome de détresse respiratoire chez ceux qui avaient reçu la corticothérapie anténatale. Et quand on passe à la stratification de cette cohorte, on voit que quel que soit l'âge gestationnel, il y a toujours l'effet bénéfique de la corticothérapie par rapport à la réduction du risque de détresse, du syndrome de détresse respiratoire chez ces nouveau-nés dont les mères avaient reçu la corticothérapie anténatale. En plus de la réduction du syndrome de détresse respiratoire, la corticothérapie anténatale a été également associée à une diminution significative du risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante, d'hémorragie intraventriculaire, de bronchodysplasie, de persistance du canal artériel. Elle joue également dans la réduction des risques d'infection et elle arrive à réduire de façon significative le risque de décès néonatal. Alors, oui pour la corticothérapie anténatale, mais quelle molécule choisir? Vu qu'on a sur le marché la bêta-méthasone et la dexaméthasone,
Donc, Olivier Beau, lui, il nous édifie à travers son travail dans lequel il avait pris une cohorte qu'il avait classée en 3 groupes. Donc, les mères qui n'avaient pas reçu de glucocorticoïdes, celles qui avaient reçu la bêta-méthasone et le 3e groupe qui avait reçu la dexaméthasone. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce travail? Donc, on avait plus de cas de retard de croissance intra-utérin, de leucomalacie périventriculaire kystique et augmentation une diminution de la mortalité dans le groupe, plutôt une augmentation de la mortalité dans le groupe qui avait reçu la dexaméthasone. Il a repris encore le même groupe, il les a classés en fonction des centres de prévenance. Puisque les centres n'utilisaient pas les mêmes protocoles, chacun avait sa préférence par rapport aux molécules. Donc, qu'est-ce qui ressort de ce travail? Donc, on voit que après stratification en fonction du centre de provenance, la leucomalacie dans le groupe qui avait reçu, il y avait moins de leucomalacie dans le groupe qui avait reçu la bêta-méthasone. Donc, ça se voit ici. Après la prise en charge anténatale, la prise en charge en postnatal va porter essentiellement sur la prise en charge le soin essentiel du nouveau-né qui sera administré à tous, le suivi de la croissance et du dépistage des troubles du développement psychomoteur, la vaccination, cela pour tous, et pour les prématurés et les petits pour l'âge gestationnel, il s'agira surtout de l'élevage avec une attention particulière qui sera accordée aux soins mère kangourou, l'hypothermie dans les situations d'anoxie périnatale et le traitement spécifique des complications. En conclusion, on pourra donc dire que la prééclampsie est une cause majeure de morbidité et de mortalité néonatale. Sa prise en charge devrait associer le pédiatre afin d'optimiser les chances de survie du nouveau-né et de minimiser les complications à long et court terme. Nous vous remercions. D'accord. Merci beaucoup, professeur Sidibé, pour cet enseignement aussi riche que pertinent aux questions et réponses. Donc, vous pouvez lever la main pour poser les questions. D'accord. Pour le moment, je vois la main de Dr Keita A. Docteur, vous avez la parole pour poser votre question. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation. Et moi, j'ai vu, il y a une partie où vous avez mis une diapositive sur les signes de gravité chez le prématuré. Bon, c'est une diapo qui est allée un peu rapidement. Si vous pouvez revenir sur la diapo, je pense que ça peut être assez intéressant de voir ces signes de gravité. Je n'ai pas pu bien suivre cette partie. Et puis, c'est un sujet très intéressant. Vous avez parlé comment on appelle, d'une prise en charge multidisciplinaire associant les néonats, les réanimateurs et aussi les gynécologues. Et c'est des enfants aussi, les neurologues aussi les voient à distance et j'avoue que souvent c'est des séquelles assez difficiles à gérer et ça reste souvent à vie. D'où la nécessité d'une prévention, vous l'avez vraiment dit. Donc, je souligne aussi cette prévention-là parce que en réalité, la prise en charge neurologique, on suit ces enfants, mais il n'y a pas vraiment une amélioration notable. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de la présentation. Merci aux initiateurs pour ces présentations. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Dr Keita. Nous avons aussi Eugène Zoumenou. Oui, bonjour madame. J'ai rattrapé la présentation en cours. Je suis le professeur Zoumenou Eugène, je suis du Bénin et je suis médecin anesthésiste réanimateur. Bienvenue. Je suis médecin anesthésiste, oui, merci. Juste un éclaircissement. J'ai cru comprendre l'intérêt de la corticothérapie administrée à la mère sur le nouveau-né, sur différents aspects chez le nouveau-né. Est-ce qu'on parle lorsqu'il y a prématurité ou bien même à l'absence de prématurité? Quel que soit le thème, quand on est dans la prématurité ou même en dehors de la prématurité, il y a un intérêt à faire cette corticothérapie. Puis la corticothérapie est faite actuellement essentiellement en cas de prématurité.
parce que je n'ai pas suivi depuis le début. Merci beaucoup. D'accord. Professeur, il n'y a pas d'autres mains. Je pense que vous pouvez répondre à ces 2 questions. Nous allons recenser les questions dans le chat. Oui, professeur, vous avez la parole. Ok, merci, docteur Koulibaly. Je remercie les différents intervenants pour l'intérêt qu'ils ont porté à cette présentation. Donc, la première question portait sur, la personne demandait pourquoi il y avait plus de mortalité dans le groupe qui avait reçu la dexaméthasone. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ça? C'est que la dexaméthasone, elle est efficace, mais secondairement, elle entraîne d'autres complications. Donc, parmi ces complications, on a le retard de croissance intra-utérin et on a la leucomalacie périventriculaire. Nous avons vu dans les conséquences chez le nouveau-né que le retard de croissance intra-utérin en lui-même pouvait entraîner d'autres complications, des complications qui étaient similaires aux complications de la prématurité, c'est-à-dire les complications infectieuses, les complications métaboliques, les complications neurologiques, j'en passe. Je peux remettre la diapo pour vous. Donc, ce sont ces comorbidités qui font qu'il y avait plus de mortalité dans le groupe d'EXA. Voilà, c'est ce qui fait qu'on préfère plutôt l'autre molécule, c'est-à-dire l'ambétaméthasone. Vous remettrez, j'espère que les organisateurs vont remettre les diapos après leur site. Oui, professeur, ça sera fait. Nous allons partager sur notre site web. Donc, concernant les signes de gravité, donc ça rejoint la requête que j'ai faite. Donc, vous l'aurez sur les diapositives. Et il y avait également une contribution sur la place des neurologues dans cette prise en charge multidisciplinaire. Effectivement, j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'ils interviennent après. Mais toujours est-il que l'accent doit être mis plutôt sur la prévention. La troisième question, c'était dans le chat. Il y a un intervenant qui demandait la place de cette promotion dans la réduction des complications. Donc, moi, je leur renvoie la question. Moi, je veux dire déjà, être informé, c'est un grand pas. Ça veut dire que maintenant, à travers cette présentation, vous savez pourquoi il faut faire la corticothérapie anténatale, qui a besoin de cette corticothérapie anténatale. J'espère que les gynécos vont intervenir après pour dire quand. La question a été déjà posée par le professeur Zoumenou du Bénin, que je remercie beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres intervenants en dehors du Mali. Donc, je le remercie infiniment pour l'intérêt qu'il a porté pour cette présentation. Donc, il demandait est-ce que la corticothérapie pouvait être faite chez les mamans, quel que soit le terme de la grossesse. Donc, pour le moment, c'est préconisé pour les grossesses de moins de 34 semaines. Mais c'est vrai que nous, dans notre pratique, on reçoit des nouveau-nés des fois qui ont plus de 34 semaines, qui n'ont pas reçu de corticothérapie anténatale. Et c'est vrai que à cet âge, il y a moins la production de surfactants est assez conséquente. Donc, ce qui fait que les enfants sont un peu protégés. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas privilégié cette tranche d'âge. Mais malgré qu'ils aient suffisamment de surfactants dans la pratique, on voit des nouveaux-nés arriver dans des tableaux de syndrome de détresse respiratoire. Et les nouvelles études maintenant sont orientées vers cette population-là. Dans quelques années, on pourra nous dire si c'est efficace chez ces enfants-là. C'était les quelques questions que j'avais recensées. Je vais continuer à fouiller dans le chat. D'accord. Ok, professeur. Nous rappelons que nous avons des participants d'un peu partout, comme le professeur du Bénin. Il y a aussi des participants de l'Éthiopie,
des participants aussi du Burkina Faso et d'autres pays. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui est de Djamena aussi. Voilà. Donc, Donc, il y a une question. Oui. Oui, Il y a allez-y. une question de docteur Jara Ismaël. Voilà. Merci beaucoup, professeur. J'aimerais savoir pourquoi le taux de mortalité néonatale était élevé chez les femmes qui avaient reçu la DEXA. En fait, c'est pas le taux de mortalité n'a pas été évalué chez les mères. Si ça a été dit dans mes propos, c'est un lapsus. C'était chez les nouveau-nés. Mais les nouveau-nés dont les mères avaient reçu la dexaméthasone. On s'est rendu compte que ceux qui avaient reçu la dexaméthasone, il y avait plus de décès. Et j'avais expliqué que ces décès sont liés au fait qu'il y a des comorbidités qui sont fréquentes quand c'est la dexaméthasone. Parmi ces complications, nous avons le retard de croissance utérin et puis la leucomalacie périventriculaire kystique. Donc, et j'avais expliqué que le retard de croissance intra-utérin donne pratiquement les mêmes complications que la prématurité. Donc, ce sont les mêmes comorbidités. Et ce sont ces complications, ces comorbidités qui font qu'il y a plus de décès dans ce groupe-là. Je ne sais pas si l'intervenant est satisfait de ma réponse. Il y a une autre question aussi, entre les deux molécules, laquelle choisir. Ça va être la bêta-méthasone, bien sûr, toujours dans le chat. L'intérêt de la caféine dans la prise en charge, bon, ça ne fait pas partie de notre thématique, mais elle n'est pas préconisée seulement dans... En fait, la caféine, elle est donnée aux nouveau-nés prématurés, quelle que soit la cause de la prématurité. Parce qu'avant 34 semaines, les prématurés font beaucoup d'acné et cela est dû à l'immaturité cérébrale. Et c'est pour cette raison qu'on leur donne la caféine. Et cette caféine a pour but de stimuler le centre bulbaire pour qu'il fasse moins d'acné. Donc, elle est donnée à une dose charge de 20 mg kilo et puis avec un relais jusqu'à 34 semaines de 5 mg par kilo. Et si l'enfant fait beaucoup d'acné, plus de 40% sur 24 heures, on peut encore continuer à donner la caféine jusqu'à 36 semaines d'âge corrigé. Voilà. C'est pas chez la mère, mais chez le prématuré. Donc là, ce sont les quelques questions que j'avais recensées. Et il y a aussi la question de Dr Sumba Kanouté. Oui. S'il vous plaît, je voulais savoir Ah, ok, vous avez déjà répondu à cette question. Il y a aussi s'il y a un âge gestationnel limite pour la corticothérapie anténatale. Une question posée par Dr Samake de Bougouni. En fait, la majorité des études qui ont été faites, c'est chez les prématurés avant 34 semaines. Et il faut savoir, on a eu à le démontrer dans la présentation, que plus l'âge gestationnel est bas, plus les complications sont présentes, surtout ces complications respiratoires là. Donc, parce que c'est surtout la maturité pulmonaire qu'on recherche en administrant la corticothérapie anténatale. Et c'est pour cette raison qu'on a privilégié cette tranche d'âge dans les premiers essais cliniques, c'est-à-dire de l'âge de viabilité jusqu'à 34 semaines. Mais il y a des études maintenant qu'on est en train de faire sur les plus de 34 semaines pour voir l'intérêt. Parce que l'intérêt, c'est pas, ça peut être efficace, mais il faut voir aussi le ratio coût-efficacité. Voilà. Donc, dans quelques années, on aura les résultats de ces études-là pour montrer si c'est efficace, si c'est aussi efficace chez les plus de 34 semaines. Mais le choix de cette cible-là, c'est lié au fait qu'ils ont une immaturité pulmonaire. Ils ne produisent pas suffisamment de surfactants. Il y a Dr Seydou Baba Sangaré. Il dit bonsoir à tous. Nous remercions le professeur pour cette présentation. Cependant, est-ce qu'il y a une différence entre le protocole de MGS O4 à visée maternelle et néonatale, surtout dans le but de la neuroprotection? Bon, j'ai pas connaissance de ces protocoles. Ce que nous avons dans notre référentiel au Mali, c'est le sulfate de magnésium chez la mère.
D'accord. Je vois aussi des mains. On va donner la parole oui, à Dr Amos Kojo. Docteur Kojo, vous avez la parole pour poser votre question. Oui, oui. Oui, allez-y. Alors, je m'envoie à celui de mes prédécesseurs pour remercier le professeur pour la qualité de sa présentation. À vrai dire, c'est une présentation qui vient au numéro, puisque la dernière présentation qu'on avait eue, c'était sur la prise en charge des complications de la prééclampsie. Et cette présentation vient vraiment compléter notre présentation pour nous outiller davantage à être efficaces dans la prévention et dans la prise en charge des complications. D'accord, j'ai quelques apports par rapport à ce qui a été dit. Et je vais d'abord intervenir sur les indications de l'extraction, puisque notre maître a plus mis l'accent sur les indications maternelles de l'extraction fœtale. Donc, c'est un couple mère-enfant. Il y a aussi des indications fœtales qui peuvent induire ce qu'on appelle la prématurité. Et ces indications sont souvent évaluées par une échographie qui va peut-être révéler soit allô, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, allez-y. Voilà. Donc, ces indications fœtales sont souvent dictées par une échographie qui va retrouver soit une souffrance chronique ou des Doppler pathologiques qui traduisent ce qu'on appelle un défaut d'essence materno-fœtale ou des anamnioses. Donc, ces indications sont vraiment intéressantes à prendre en compte. Si on n'agit pas à temps, ça peut entraîner une mort fœtale in utero. Et en ce qui concerne ce qu'on appelle la corticothérapie, chez nous au Mali, on l'indique à partir de 28 semaines jusqu'à 34 semaines. Donc, toute grossesse qui est menacée d'accoucher prématurément entre 28 semaines à 34 semaines, la corticothérapie est indiquée. Donc, c'est ce protocole qui existe chez nous. Nos maîtres sont là, peut-être ils pourront apporter d'autres éléments de réponse pour éclaircir davantage la lanterne des uns et des autres. Je vous remercie. D'accord, merci, docteur Kojo. Donc, allez-y, professeur. Voilà, je remercie docteur Kojo pour ses compléments de réponse. Merci beaucoup. D'accord. Il y a aussi docteur Rigobert Daco qui a posé la question, quelle est l'expérience de votre service par rapport à l'utilisation des deux molécules et quelles molécules préconisez-vous? En fait, au service Gabriel Touré, les deux molécules sont utilisées en gynéco et données à la maman. Et bon, je pense que le choix est porté sur la bêta-méthazone. Je vais laisser cette réponse aux gynécologues puisque c'est eux qui font cette maturation pulmonaire. Mais les deux molécules sont disponibles. Je pense que c'est disponible même dans les structures niveau 2 également. Voilà, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Oui. Il y a Seydou Traoré. Ok, Ibrahima Traoré, d'abord. Ibrahima Traoré, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, allez-y, docteur. Ok, bonsoir. Moi, je suis docteur Traoré Ibrahim. Je suis gynécologue. En fait, je voudrais juste poser une question. C'est à propos de la conduite à tenir, c'est-à-dire les critères en cas de prééclampsie sévère. Sur une des diapositives, je pense que la référence est de l'OMS. Donc, avant 34 semaines, avant 24 semaines et entre 24 et 34 semaines. Donc, au fait, je voudrais savoir, est-ce que, parce qu'un de mes collègues vient de dire tout de suite que ici au Mali, l'indication de la corticothérapie commence de 28 semaines à 34 semaines d'aménorrhée. Tout accouchement susceptible de se produire avant et dans cet intervalle-là indiqué la corticothérapie. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que ces protocoles-là et ces diapositifs-là qui dit en cas de prééclampsie sévère entre 24 semaines et 34 semaines, donc la conduite à tenir, est-ce que c'est pas réfléchir sur la possibilité de prise en charge des nouveau-nés qui vont être sortis? Est-ce que nous, dans notre contexte, on doit appliquer
ces protocoles-là? C'est ça ma question en fait. Étant donné que notre cher maître est professeur dans un service dans notre contexte, donc c'est ça que je voudrais savoir. Merci. Ok, donc je remercie Dr Traoré pour sa question. Effectivement, il y a un intervenant du Mali qui avait donné l'âge à laquelle on administrait le protocole pour la corticothérapie, c'est-à-dire entre 28 et 34 semaines. Donc, il faut savoir que ce que j'ai donné, ici, ce que vous voyez affiché ici, là, par rapport aux modalités de l'accouchement, ce sont des références de la Société française de pédiatrie. Donc, ça veut dire qu'ils vont donner les normes, l'expectative, ils vont la préconiser en fonction, la conduite à tenir, ce sera en fonction de leur plateau technique, bien sûr. Donc, si notre plateau technique ne nous permet pas de prendre en 24 semaines d'aménorrhée, parce que 24 semaines d'aménorrhée, ça veut dire qu'il faut avoir la ventilation, il faut avoir la nutrition parentérale, il faut avoir de l'érythropoïétine. Nous, on n'a pas tout ça dans notre contexte. C'est pour ça qu'on a fait le choix de 28-34 semaines. Et peut-être que même dans les années à venir, quand on aura fait des études sur le pronostic de ces enfants en fonction des thèmes, on pourra voir si c'est même pas mieux qu'on descende même à 27 semaines. Parce que nous, on se rend compte que à l'unité là-bas, les 27 semaines, quand ils sont maturés, parce qu'on reçoit des 27 semaines, hein, les 27 semaines, on n'a pas de problème. C'est en deçà qu'on a des problèmes. Et cela est lié surtout au plateau technique. Donc, ce que j'ai donné, puisqu'il y a des intervenants de plusieurs pays, c'est à vous d'aller adapter ça en fonction de vos réalités. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Maintenant, Docteur Seydou Traoré, vous pouvez poser votre question. Ok, merci beaucoup. Oui, allez-y. Également, on a vu dans l'une des diapositives que la mortalité est élevée après la naissance. Et j'aimerais comprendre davantage parce que l'obstétricien que nous sommes, de passage je suis gynécologue, l'obstétricien que nous sommes, il a fait l'extraction de 34 semaines lorsque le Doppler est pathologique. Dans le Doppler pathologique, il y a bien sûr des cas où c'est qui est vraiment effondré et parfois même que c'est le Doppler ombilical qui est donc, du coup, on a des nouveaux-nés qui viennent au monde avec un remodélage très avancé. Je vais dire les des Doppler cérébral pathologiques, c'est compté au ombilical seulement. Est-ce que dans votre pratique en néonatologie, les cas de décès qui sont surtout observés, est-ce qu'on a une connaissance s'il s'agit des décès qui sont plus orientés dans le cas de Doppler cérébral pathologique, vu qu'il y a beaucoup de modélages vasculaires là-bas, parfois même des flots comparés au Doppler ombilical pathologique. Merci beaucoup. Merci pour votre question. En fait, dans notre contexte, pour le moment, on n'arrive pas à faire les échographies transfontanulaires. L'organisation du service même rend cela difficile, puisque nous, c'est pas aménagé de telle sorte qu'on puisse faire les échographies au lit du malade. Et ces bébés à la naissance, généralement, sont sous oxygène. Donc, c'est très difficile de les déplacer, ce qui fait que nous, on ne fait pas d'échographie transfontanulaire systématique, comme dans d'autres pays où déjà tous les moins de 30 semaines bénéficient de cela, et les moins de 28 semaines de l'IRM. L'IRM, même, c'est pas encore d'actualité pour nous chez les nouveau-nés. Mais c'est au cours du développement de ces bébés, lors du suivi kangourou, qu'on se rend compte que ces nouveau-nés ont certainement eu des lésions cérébrales parce que quand on fait l'évaluation psychomoteur, on se rend compte qu'ils ont des retards sur ce plan. Et également un bébé aussi qui rentre
à l'unité qui va bien. À l'examen clinique, bon, c'est des suppositions, hein, on n'a pas eu à le confirmer, mais c'est arrivé quelquefois, des nouveau-nés qui neurologiquement étaient stables, et puis subitement, tu vois que le bébé devient très hypotonique. Nous, on n'a pas eu à faire l'ETF chez ces bébés-là, mais on se dit que ce sont probablement des bébés qui ont dû saigner dans la tête. Voilà. D'accord, merci professeur. Il y a une autre question dans le chat. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir la dose de la corticothérapie et sa durée chez la mère pour menace d'accouchement prématuré. Voilà. OK. Bon, je ne veux pas... À vrai dire, ce n'est pas les pédiatres qui font cette corticothérapie anténatale. Je vais essayer de me jeter à l'eau parce que j'ai un peu lu sur la chose, mais les gynécologues qui sont dans le groupe pourront intervenir. Donc, on donne la bêta-méthasone par voie IM à 12 mg à 24 heures d'intervalle. Donc, je ne vais pas parler de la dexaméthasone que nous, on ne préfère pas. Pour ce qui est du sulfate de magnésium, c'est une dose charge de 4 grammes en IV sur 20 minutes avec une dose d'entretien de 1 gramme par heure en IV pendant 24 heures. Donc, les gynécologues compléteront au besoin. Merci. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Il y a aussi la question du docteur Karambé. Merci pour l'initiative. Merci au professeur. J'ai remarqué la prise en charge était plus centrée sur la corticothérapie chez la mère sur l'enfant que sur l'enfant. Est-ce que c'est lié au conflit d'intérêts? Sinon, j'aimerais savoir la prise en charge du nouveau-né en néonatologie. Merci. En fait, la corticothérapie anténatale, comme son nom l'indique, c'est en anténatal. Et en anténatal, c'est pas sur le nouveau-né qu'on fait cette corticothérapie, mais c'est chez la maman qu'on fait la corticothérapie et l'enfant maintenant va bénéficier de cet effet par voie sanguine, en quelque sorte. Mais quand c'est injecté à la maman, à vrai dire, c'est le bébé qu'on vise. Donc, ça va favoriser la maturation cérébrale. On a vu même qu'au-delà de cette, la maturation pulmonaire, on a vu qu'au-delà de cette maturation pulmonaire, il y a même d'autres effets bénéfiques. On a vu que ça réduit l'entérocolite, la persistance du canal artériel, l'infection, les décès néonataux. Donc, c'est pour dire que c'est pas chez l'enfant, c'est pas une histoire de conflit d'intérêt, mais que c'est chez la mère, mais en visant l'enfant. Voilà. Nous remercions professeur Sidibé pour ces éclaircissements. Donc, après cette phase de questions-réponses, nous allons donner la parole à nos chers maîtres, invités d'honneur, en commençant par le professeur Tchunkani Tera. Et je rappelle que le professeur Tera est le chef de service de gynécologie obstétrique du CHU.G et le secrétaire général de la Société malienne de gynécologie obstétrique. Professeur Tera, vous avez la parole pour apporter votre intervention. Merci. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, professeur. Okay. Donc, à l'entame de mes propos, j'aimerais remercier les initiateurs de cette formation, à savoir la 32e promotion du numerus clausus. Je crois que par cette formation scientifique, vous maintenez non seulement le partage des liens scientifiques entre vous, parce que vous êtes aujourd'hui dans différentes spécialités, mais aussi des liens sociaux tout court. Et cela est vraiment à votre avantage et vous avez tous mes remerciements. Je vous remercie également de m'avoir associé à cette formation à travers le professeur Diko, notre maître, que je prie ici, à qui je présente mes remerciements les plus sincères, qui m'a sollicité pour parrainer avec elle cette formation scientifique. Et je vois aussi que notre maître, le professeur Zoumenou, est en ligne du Bénin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien président de la Société africaine d'anesthésie-réanimation.
Donc, merci, cher maître. Merci à professeur Diko aussi, cher maître. Et je voulais revenir rapidement sur quelques parties qui m'ont semblé très importantes dans votre présentation. La première chose, c'est qu'il faut savoir que dans les services comme le nôtre, la prééclampsie est vraiment la première cause d'hospitalisation. Et c'est de rien tant les thèses que nous menons à travers surtout la région de Caille, je ne sais pas pourquoi, mais on se rend compte que la prééclampsie et ses complications sont aujourd'hui la première cause de mortalité devant l'hémorragie. Donc, toute chose qui fait qu'il faut prendre au sérieux cette prééclampsie et ses implications sur le nouveau-né. Bien sûr que quand on parle de première cause d'hospitalisation, on a en même temps la première cause aussi de prématurité induite. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans nos services les causes de prématurité induite, la prééclampsie et ses complications viennent en premier lieu. Parce que quelquefois, quand bien même le traitement est instauré, on n'arrive pas à équilibrer, en tout cas, il ne s'agit pas de faire baisser la pression artérielle. Il s'agit simplement de maintenir la patiente dans une situation où la surveillance est possible. Et si on n'arrive pas à le faire, nous allons directement vers la prématurité induite, quelquefois après un transfert in utero, ce qui augmente le nombre de prématurés. Il faut savoir aussi 3 principes concernant la prééclampsie. 3 principes fondamentaux. La première chose, c'est que la prééclampsie n'est pas une maladie, c'est un symptôme. La maladie, c'est l'ischémie utéroplacentaire. Deuxième principe, c'est que la baisse de la pression artérielle en cas de prééclampsie ne profite pas à l'enfant, ça profite seulement à la mère. C'est pourquoi il ne faut pas vous précipiter pour baisser la pression artérielle, sinon c'est au détriment du nouveau-né que vous allez le faire et cela augmente des complications, voire souvent une mort fétale in utero. Et troisième et dernier principe, c'est qu'il y a un seul traitement étiologique de la prééclampsie, un seul, c'est l'extraction placentaire. Cela suppose l'évacuation de l'utérus. Tout le reste que nous faisons sont des traitements symptomatiques. Et le traitement étiologique doit être appliqué à chaque fois que le pronostic maternel est entamé. Et je crois que cela doit être clair. Ce que je vais ajouter, c'est que la prééclampsie souvent induit un retard de croissance intra-utérin. Mais il ne faut pas confondre un retard de croissance intra-utérin avec un petit poids pour l'âge gestationnel. La différence est fondamentale. Les petits poids pour l'âge gestationnel incluent les retards de croissance intra-utérin, mais il y a une grande partie de ces petits poids pour l'âge gestationnel qui ne sont pas malades. Ce sont seulement des petits poids constitutionnels qui ressemblent à leurs parents. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de pathologie vasculaire. Quand vous faites les échographies Doppler, tout est normal chez ces enfants. Ils sont petits simplement constitutionnels. Donc, il va falloir les enlever du lot des retards de croissance intra-utérin puisque la prise en charge n'est pas similaire. Alors, la prématurité induite en cas de prééclampsie pose 2 problèmes. D'abord, il y a le problème de la prématurité qui a été évoqué ici. Et je remercie vraiment notre consoeur Lala qui a vraiment parcouru la question et qu'il faut savoir et prendre en charge et d'ailleurs anticiper la prise en charge. Mais il y a aussi même souvent des enfants qui arrivent pratiquement à terme, mais avec 1,5 kg, dû à la souffrance fétale chronique et au retard de croissance intra-utérin. Donc ces enfants aussi sont fragiles, ce qui m'amène d'ailleurs à revenir sur la corticothérapie. Si classiquement, ce qu'on a enseigné aux jeunes, c'est arrêter la corticothérapie à 34 semaines chez les femmes qui avaient une membrane, la poche des os, disons pas la poche des os, mais les membranes intactes. Mais lorsque vous avez un retard de croissance intra-utérin, moi je crois que même à 36-37 semaines, si vous avez un nouveau-né qui a moins de 2 kg, vous êtes
vous avez le droit de mettre une corticothérapie préventive parce que c'est des nouveau-nés qui sont fragiles. Même si vous arrivez au voisinage du terme, vous allez avoir quand même des nouveau-nés fragiles. Et ce qui fait que la prise en charge doit être discutée avec les pédiatres avant même l'extraction fétale, que cela soit par voie haute ou par voie basse. Il va falloir que nos services arrivent à ça. Et je remercie le professeur Zoumenou qui travaille dans une maternité. En tout cas, quand je l'ai connu, travaille encore dans une maternité. Il va falloir que dans nos services, qu'on inclue les pédiatres et les réanimateurs ensemble pour la prise en charge de ces prématurés, souvent très fragiles, liés à la prééclampsie. Je vais peut-être terminer en revenant sur quelques questions qui ont été posées concernant la corticothérapie. J'ai dit tout à l'heure, la corticothérapie, normalement, c'est de 28 à 34 semaines. Pourquoi 28 semaines? C'est simplement lié au plateau technique de prise en charge de nos prématurés. Et j'invite les jeunes gynécologues obstétriciens à ne même pas demander souvent le Doppler avant 28 semaines. Parce que quand vous demandez le Doppler avant 28 semaines et qu'on vous dit que l'enfant est en détresse, ça vous met vous-même en difficulté. Parce que vous savez que vous êtes dans des termes où la prise en charge est compliquée. Donc, même le Doppler, c'est après 28 semaines, peut-être vers 30 semaines. En ce moment, vous pouvez contacter le pédiatre et essayer de discuter la prise en charge. Mais lorsque vous avez les membranes rompues à 34 semaines, ou bien ça pose un autre problème. Parce que ça pose le problème de l'infection et ça pose le problème de la prématurité induite par la rupture prématurée des membranes. Ça, c'est une autre question. On ne va pas revenir là-dessus. Concernant le protocole de la maturation cérébrale par le sulfate de magnésium, aujourd'hui, le protocole est similaire au protocole qu'on utilise dans la prévention de la crise d'éclampsie. Ça veut dire quoi? Vous faites passer 4 grammes en IV lente, une intraveineuse directe lente, 20 à 30 minutes. Et ensuite, 1 gramme par heure pendant 24 heures. Mais si au bout d'une semaine, il n'y a toujours pas d'accouchement, vous pouvez reprendre le protocole pour améliorer la maturation cérébrale. La question de la préférence entre la bêta-méthasone et la dexaméthasone, bien sûr, c'est la bêta-méthasone. Tant que c'est possible d'avoir la bêta-méthasone, on utilise la bêta-méthasone et c'est le protocole habituel, 12 grammes par 24 heures à répéter une fois. Mais il faut savoir aussi qu'au bout d'une semaine, s'il n'y a pas d'accouchement, on est en droit de reprendre la bêta-méthasone, la maturation pulmonaire. C'est précisément ce qui a été indiqué par la Société française de gynécologie obstétrique qui parle de 9 jours. Bon, donc, on peut arrondir à 1 semaine. Donc, voilà ce que je voulais ajouter avant de passer la parole à notre maître, le professeur Fatoumata Diko. Et je voulais saisir ce plateau pour parler du réseau de périnatalité. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes là-dessus. Il a été proposé de créer un réseau de périnatalité avec les pédiatres, les néonatologistes surtout, et avec les réanimateurs. Je crois que c'est le lieu de revenir, de remettre cette discussion sur la table pour que nous voyions ensemble dans quelle mesure nous pouvons faire un réseau de périnatalité et savoir quels sont les centres, que ce soit les privés ou les publics, et quels sont les individus, les médecins qui participent à ce réseau de périnatalité. Et je crois que nous aurions fait déjà beaucoup si on arrivait à le faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à cette 32e promotion du numerus clausus et merci d'avoir gardé ce lien scientifique entre vous et sachez que nous serons là à vos côtés à chaque fois que besoin sera. Encore merci à tous ceux qui sont présents et je vous repasse la parole. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je vous rappelle que c'est la 7e promotion du numerus clausus et nous nous sommes mis ensemble pour former le réseau médical. Nous sommes à notre 32e webinaire. Ah, 32e webinaire. Webinaire, voilà. Sinon, c'est la 7e promotion, voilà. La Et 7e... ces webinaires, c'est, oui, la 7e promotion.
Et ces webinaires s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des soins, de la qualité des soins, que ce soit au Mali et ailleurs. D'accord. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons donner la parole à notre cher maître, professeur Fatoumata Diko Touré, qui est chef du service de néonatologie du CHU Gabriel Touré, et elle est la présidente de l'association malienne de pédiatrie AMAPED. Professeur, vous avez la parole. Ok, merci. Bon, je suis en train d'essayer de mettre la vidéo aussi, mais apparemment, ça ne marche pas. Je vais à mon tour remercier la 7e promotion à la suite de professeur Tera et ma jeune sœur et collègue professeur Lala pour cette opportunité, mais surtout pour cette plateforme riche de formation continue. Remercier le professeur Tera, remercier Lala encore, remercier nos collègues et nos cadets de l'extérieur et du Mali qui sont en train de participer à ce webinaire. Quelqu'un l'avait dit, cette présentation est la suite logique de la formation continue du mois dernier qui portait sur les complications aiguës de la prééclampsie présentée par le professeur Bey, anesthésiste réanimateur. Et c'est à la demande de l'AMAPED, l'Association malienne de pédiatrie, que le thème sur la prise en charge du nouveau-né a été retenu. Donc, nous avons pensé que il fallait, à la suite des urgentistes, que sont habituellement les réanimateurs et les urgentistes dans le sens de l'urgence, les réanimateurs et les obstétriciens, il fallait que les pédiatres viennent pour attirer l'attention sur le fait que les complications ne se limitent pas seulement, même si rapidement dans toutes les présentations, bon, nous chahutons toujours les obstétriciens. Hein. On parle rapidement du nouveau-né, mais on est centré sur la mère. On est d'accord pour la prise en charge, mais même après, on oublie le nouveau-né. Bon, c'est la boutade que nous leur faisons tout le temps. Et nous avons pensé que, le professeur Tera l'a dit, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la préoccupation majeure, mais je pense que c'est ça. La prééclampsie devient vraiment la préoccupation importante des obstétriciens, des réanimateurs, mais aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie, des pédiatres et de tous les professionnels. Je me méfie de parler seulement des pédiatres, de tous les professionnels qui prennent en charge le nouveau-né, les sages-femmes, les infirmiers, les étudiants, tous ceux qui accueillent le nouveau-né. Et malheureusement, on ne mesure pas à hauteur de souhait les risques encourus par le nouveau-né de mère prééclamptique. Et pour la personne qui a suivi la présentation de professeur Lala, on a compris qu'elle a navigué dans les principales pathologies néonatales en réalité. Elle a parlé du prématuré, elle a parlé de l'anoxie périnatale, un peu d'infection et tout. Donc, le nouveau-né prématuré, c'est vraiment, j'ai dit le nouveau-né prématuré. Le nouveau-né de mère prééclamptique, c'est le concentré du nouveau-né à risque. Et il faut que ceux qui s'occupent de la mère prééclamptique sachent que autant ils se sont inquiétés pour la mère, autant ils devraient fortement, je pèse mon mot, se préoccuper du nouveau-né et pour sa vie immédiate, les premières minutes de sa vie, les premières heures de sa vie, les premières semaines de sa vie, mais de toute sa vie d'adulte et probablement de sa vie demain, et de sa vie d'enfant et probablement demain de sa vie d'adulte.
C'est cela qu'on ne perçoit pas. Les conséquences physiopathologiques qui ont été suffisamment décrites la dernière fois par le professeur Baye et ce soir par Lala, en fait, se poursuivent. Je vais parler de façon terre à terre dans l'organisme du fœtus, du nouveau-né chez l'enfant, et après, il va gérer ces conséquences-là, même pendant sa vie adulte. Toutes les études maintenant sont unanimes sur ce fait. Donc, il faut que on le comprenne. Pour que, à l'extraction, que le nouveau-né il soit prématuré ou à terme, qu'on ne se dise pas, c'est un nouveau-né qui est venu vivant. Bon, je vais sortir un peu de la prééclampsie. Malheureusement, pour la grande majorité des nouveau-nés, quel que soit l'état maternel ou voilà les conditions de l'accouchement, le contexte de l'accouchement. En général, quand le bébé a crié à la naissance, on se dit ah, il n'y a pas de problème. On le met dans un pagne, on remet à la famille dehors, on continue à s'occuper de la mère. On se préoccupe plus du bébé. C'est après, des jours après, des semaines après, qu'il va décéder à la maison, qu'il va décéder dans un centre de santé. Mais pour ceux qui ont géré la période immédiate de l'accouchement, en général, ce n'est pas un problème. Donc, vraiment, le message fort que moi, je voulais qui reste aujourd'hui, c'est que le nouveau-né de mère prééclamptique est un nouveau-né à haut risque. Et il faut tenir compte de ce risque-là. Depuis sa naissance, c'est un nouveau-né à suivre pendant toute sa vie, entre guillemets, en tout cas, qui doit être suivi de près ou de loin, qui quelque part qu'on note que il est né d'une mère qui avait une prééclampsie et que probablement il va avoir des manifestations qui seront évidentes ou pas. Et pour revenir un peu sur tout ce que Lala a dit et essayer de faire un résumé rapide, c'est que vous avez compris que tout ce dont on parle sera lié à cette hypoxie chronique-là. Et cette hypoxie chronique va entraîner un retard de croissance intra-utérin avec toute sa cascade. Je ne vais pas reprendre la conférence, mais avec toute sa cascade. Cette hypoxie chronique va, le docteur Seydou Traoré l'a dit, peut être cause d'une prématurité spontanée, par exemple, du fait de Doppler pathologique, une prématurité spontanée. Mais la situation à laquelle on assiste le plus souvent, c'est cette prématurité induite pour sauvetage maternel, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de sauver la mère. Je ne dirais pas que c'est légitime, mais on peut le comprendre facilement. Et donc, cette prématurité induite ou cette prématurité iatrogène, en elle-même, constitue un autre problème. Le problème de la prématurité même, avec toutes les conséquences d'une prématurité, et par exemple, le problème lié au fait qu'il faut faire l'extraction. Donc, il faut faire une césarienne en urgence. Une césarienne, ce n'est jamais anodin pour un nouveau-né. Donc, avec tous les risques d'un nouveau-né né par césarienne. Donc, il y a des risques dans les risques, en fait. Par exemple, je donne la détresse respiratoire. C'est quelque chose qu'on attend chez un prématuré. Et j'ai dit un prématuré, un nouveau-né qui naît par césarienne. Juste par exemple. Cette prématurité induite, l'autre problème de cette prématurité qu'on va induire pour sauver la mère, par exemple, ça va être, bon, on attend, après 34 semaines, après 36 semaines, on est tranquille. Les gynécos, les sages-femmes aiment bien dire qu'ils sont tranquilles à partir de cette période-là. Mais nous, sauf qu'on n'est pas tranquille en tant que professionnels qui prenons en charge les nouveau-nés parce qu'il y a encore des risques. La nature a prévu un terme d'accouchement chaque fois qu'on est dedans, même si ce n'est pas la définition de la prématurité, on fait courir aux nouveau-nés et aux futurs enfants beaucoup de risques. Ce sont des enfants qui font plus de détresse respiratoire, c'est eux qu'on appelle les late prétermes, les prématurés et âgés, grands. Donc, ils vont faire des détresses respiratoires, ils sont plus susceptibles aux infections, etc., etc. En réalité, quand on peut parfois avoir du mal à suivre le fil
des informations parce que tout simplement, on retombe dans tout ce qui est anormal chez le nouveau-né seulement du fait de sa naissance d'une mère prématurée qui a eu un syndrome placentaire. Donc là, c'est par exemple les complications aiguës. Et même ces complications aiguës, on parle de retard de croissance, on parle de prématurité, mais il y a toutes ces complications qui ne sont pas perceptibles tout de suite en salle d'accouchement ou à la maternité, mais qui sont là chez le nouveau-né. Par exemple, les troubles hématologiques, c'est un nouveau-né qui va avoir une thrombocytopénie qui peut se résorber vers le 10e jour, mais les premiers jours, il a une thrombocytopénie à la naissance, il peut avoir et développer, quelqu'un l'avait dit, je pense c'est là où je ne sais plus qui avait parlé du risque d'hémorragie cérébrale, du risque d'hémorragie pulmonaire. Après, on va se retrouver dans un tableau de détresse respiratoire, on ne comprend pas, on va dire, bon, sa mère avait une prééclampsie, mais quel est le lien? Pourquoi lui? Mais c'est parce que on suspecte l'effet dépresseur, par exemple, de l'hypoxie là, sur la prolifération de certains précurseurs comme les mégacaryotypes. Ce sont des nouveau-nés, toutes les études l'ont prouvé aussi, qui font plus d'infections, qui font plus de sepsis. Ils ont une neutropénie qu'on n'explore pas, mais en réalité, ils ont ce risque-là. Ils ont une réduction des macrophages qui peut majorer aussi le risque d'infection. Et ensuite, il y a toutes ces conséquences que j'avais parlé en introduisant. Les conséquences à long terme dont personne ne parle, ce sont des enfants qui, plus tard, vont, de la même façon que maintenant, c'est clair que la prééclampsie chez la mère est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires et rénales plus tard chez la mère, mais c'est la même chose chez le bébé aussi. Donc, ce sont des enfants qui vont avoir une morbidité cardiovasculaire et ils ont 15 ans, ils ont 18 ans. On ne fait pas la relation avec la prééclampsie que la mère avait eue quand il naissait. Et donc, c'est un enfant qui n'a pas été suivi. De toute façon, il n'a jamais posé un problème pour ceux qui ont fait l'accouchement. Ce n'est pas pour... voilà. Et donc, il n'a pas eu la chance d'être étiqueté comme nouveau-né à risque, donc il doit être suivi. Donc, ils ont des troubles nutritionnels. Plus tard, ils ont des troubles métaboliques. Ils ont un risque de diabète. Et voilà. Donc, vraiment, je sais que je suis en train de me répéter. C'est un cri de cœur que je veux lancer parce que la mortalité infanto-juvénile dans nos pays, c'est vrai, on arrive progressivement à la réduire, même si la réduction est faible. Mais jusqu'à présent, c'est la tranche néonatale qui grève cette mortalité infanto-juvénile. Donc, il faut vraiment beaucoup d'efforts chez le nouveau-né. La mortalité néonatale est tellement banalisée. Bon, je profite d'un public dont la majorité est jeune. Vous ne prenez pas forcément en charge les nouveau-nés et je vous dis qu'on n'a pas besoin d'être pédiatre pour prendre en charge un nouveau-né au début. Tout le monde peut, en connaissant seulement les risques, peut prendre au moins la décision de passer la main. Mais si on ne connaît pas le risque, c'est difficile de le faire. Donc, le message est essentiel, c'est vraiment à partir de ce soir, de se dire que on a peur de la prééclampsie chez la mère, mais il faut avoir peur de la prééclampsie, des conséquences de la prééclampsie chez le nouveau-né. Se dire que ce nouveau-né, du fait seulement de la prééclampsie maternelle, va développer toutes les pathologies néonatales qu'on connaît, c'est-à-dire l'hypoxie, l'anoxie périnatale, la prématurité, le retard de croissance intra-utérin, l'hypotrophie sévère, etc., avec toutes les conséquences liées aussi à ces entités, d'un point de vue complications à court terme. Et à long terme, c'est un enfant et un adulte aussi qui courent des risques. J'espère que le message des pédiatres est passé et c'est sur ces mots que je vous remercie une fois de plus. Je suis désolée d'avoir été longue, mais vraiment, il fallait que je sorte tout ce que j'ai sur le cœur. Et je vais vous raconter une anecdote. La semaine dernière, j'ai accompagné une nièce qui a accouché dans un centre. Bon, nous sommes entre nous, professionnels, on peut dire certaines choses. Tous les nouveau-nés, quand ils naissent, on les prend, on les donne aux accompagnants dehors, pas d'allaitement.
On n'est pas dans la formation sur l'allaitement, il n'y a pas d'allaitement précoce, alors que en théorie, tout le monde récite ça, les sages-femmes, les obstétriciens, les 2S de gynéco, les 2S de pédiatrie, les internes, tout le monde par cœur. Mais dans l'application, ce n'est pas le cas. Donc, pas d'allaitement, on n'a pas regardé du fait que c'est la mère, elle avait une prééclampsie, est-ce que il faut quand même prendre un avis, est-ce qu'il faut s'assurer, est-ce qu'il ne faut pas au moins assurer la surveillance des 6 premières heures, comme on le fait chez la mère. On s'acharne sur la mère, il y a des salles dédiées aux mères pour la surveillance, mais les bébés ne sont pas à côté des mères, c'est impressionnant. Alors que, dans toutes les directives, dans toutes les recommandations, il est dit que pendant les 6 premières heures, il y a la fiche pour la mère, mais il y a la fiche pour le nouveau-né. Les deux doivent être surveillés de la même façon. Bon, je peux parler toute la nuit, mais vraiment, ce cri de cœur, je tenais à le faire passer et je vous remercie pour la 2e fois. Il n'y aura pas de 3e fois, rassurez-vous. Merci. D'accord. Merci beaucoup, professeur, pour ce cri de cœur. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le lieu idéal pour faire un rappel de ces pratiques. D'accord. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Avant de clôturer cette session, nous allons remercier la SOMAGO. Oui? Alors, avant de clôturer, permettez-nous de remercier les gens. Vous nous donnez, comme on a un peu de temps, je vois, il nous reste 30 minutes. Oui. Allô? Oui, allez-y. Vous m'entendez? D'accord. Docteur Gambi Amadou, médecin anesthésiste et réanimateur, président de la commission scientifique du réseau médical de certains promos. Donc, c'est pour donner plus de précision à certains promos du numerus clausus s'inscrit dans le cadre de l'émancipation médicale et dans l'amélioration de la qualité des soins dans nos différentes structures. Donc, nous devons le signaler ici, on ne déclare aucun conflit d'intérêt, je dis bien, on ne déclare aucun conflit d'intérêt avec les présentateurs ni avec les labos. Donc, par ce chemin, je tiens à remercier le professeur Lala pour ses explications passionnantes et sa démonstration sur la question et l'effort fourni par nos chers maîtres, le professeur Diko et le professeur Tera. Donc, on a su qu'on était avec le professeur Zoumenou. Un mot de remerciement pour lui. Donc, ici, moi, c'est des points d'interrogation qui restent. Nouveau-né d'hymère éclamptique. Le mal est déjà fait. Donc, il y a beaucoup de challenges. Cette bonne dame qui vient à l'hôpital, qui convulse du fait de l'encéphalopathie hypertensive. Donc, il y a des questions qui se posent. Les gynécos ils disent, est-ce qu'il faut aller faire cette extraction tout de suite pour que la main soit sauvée? D'accord. Je disais que... Il s'est reconnecté? Non, il ne s'est pas reconnecté. D'accord. Je disais, avant de clôturer cette session, nous remercions la SOMAGO et la MAPED pour leur accompagnement et aussi le laboratoire Zidus. Alors, je vous rappelle que le réseau médical de la 7e promotion du numerus clausus organise chaque fin du mois une formation médicale continue en collaboration avec les différentes sociétés savantes. Donc, enfin, nous remercions les présentateurs, les invités d'honneur, le laboratoire accompagnant, ainsi que tous les participants. Chers maîtres, avec votre permission, nous allons passer à la séance de photos pour immortaliser cette session.